Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à ce webinaire des rendez-vous de l'ANR dédié au domaine sciences humaines et sociales. Toute l'équipe du département est heureuse de vous accueillir et mobilisée pour répondre à toutes les questions que vous pouvez nous adresser à travers le chat. Je suis Valérie Fromentin, responsable du département sciences humaines et sociales et par ailleurs professeure à l'Université Bordeaux-Montaigne. Nous allons commencer cette présentation par quelques généralités importantes sur le domaine sciences humaines et sociales à l'ANR et sur le département. J'ai fait le choix de faire un focus sur un certain nombre d'informations qui me paraissent importantes. Vous verrez que cette présentation n'est pas focalisée uniquement sur l'appel à projets génériques, mais aussi sur les appels à projets spécifiques, nationaux et internationaux, que le département opère au bénéfice des communautés sciences humaines et sociales. Voilà. Donc vous voyez s'afficher le plan de la présentation. Elle sera courte, je vous rassure, mais vous voyez quels sont les points sur lesquels nous avons souhaité insister aujourd'hui afin de rendre plus attractif, si besoin était, notre programmation scientifique et les appels qui sont associés. Alors, pour commencer, les sciences humaines à l'ANR, contexte, périmètre et spécificité. La présentation n'est pas affichée. Ah, c'est bon. C'est bon? Oui, je vois pas. Donc, excusez-moi, mais c'est la diapo suivante qu'il faut. Alors, un petit rappel qui concerne la loi de programmation de la recherche, dans le cadre de laquelle l'ANR a vu ses missions confortées et ses moyens d'intervention renforcés. Comme vous le voyez, le budget d'intervention de l'ANR est passé de 780 millions d'euros en 2020 à plus d'1 milliard en 2023, et les chiffres sont les mêmes pour 2024. Dans ce budget, la plus grande partie est consacrée aux appels à projets, à l'appel à projet générique, mais aussi à d'autres appels que le générique. Et ce qui est le plus important, c'est que cette augmentation de la dotation a permis l'augmentation du taux de sélection, qui globalement est passé, pour l'ensemble des domaines, qui est passé de 17% en 2020 à 24,3% en 2023, et les chiffres pour 2024 seront les mêmes. De la même manière, il y a eu une augmentation du taux de préciput qui est passé de 25% en 2021 à 30% en 2023. Donc vous avez un graphe qui récapitule ces chiffres-là. Donc comme vous pouvez vous en douter, cette augmentation budgétaire a évidemment eu aussi un impact sur les sciences humaines et sociales, mais ce n'est pas la seule cause des bons chiffres que je vais pouvoir tout à l'heure afficher, puisque la principale innovation consiste en la refonte de la programmation scientifique en sciences humaines et sociales qui a eu lieu à l'occasion du nouveau plan d'action de l'ANR en 2022, enfin, qui couvre les années 2022-2025. Donc, depuis l'appel à projet générique 2022, le domaine sciences humaines et sociales est organisé, articulé autour de 7 axes thématiques et disciplinaires à la fois, au lieu de 4 auparavant. Ces axes correspondent grosso modo au panel sciences humaines et sociales de l'ERC. Et surtout, ce qui est important, et d'ailleurs comme pour les panels SHS de l'ERC, il couvre désormais l'ensemble du domaine. Donc toutes les sciences sociales et toutes les sciences humaines peuvent déposer à l'ANR. Nos comités d'évaluation leur sont ouverts, évidemment en fonction des disciplines et des thématiques, mais tout chercheur en sciences humaines et sociales doit pouvoir trouver un axe et un comité auprès duquel déposer.
En plus de cette refonte, qui est vraiment une avancée très importante, le ministère de la Recherche a comment dirais-je, mandaté l'ANR pour mettre en place un certain nombre d'appels à projets expérimentaux ou pilotes en SHS, dont l'appel Access ERC Starting Grants, dont je reparlerai tout à l'heure, et également des actions en faveur du dialogue sciences et société, avec un plan pluriannuel d'appel à projets qui est opéré par le département sciences humaines et sociales, donc qui ne le concerne pas uniquement, mais qui offre des possibilités de financement nouvelles pour les chercheurs en sciences humaines et sociales qui veulent travailler précisément sur la diffusion de la culture scientifique, qui veulent faire des recherches participatives. Nous en reparlerons plus loin. Je rappelle également que les SHS à l'ANR bénéficient d'une enveloppe supplémentaire de 4 millions d'euros par an qui permet d'abonder les listes complémentaires des comités d'évaluation SHS depuis 2018 et aussi sur les listes complémentaires d'axes transversaux dans lesquels auprès desquels les SHS se déposent également. Nous verrons ça tout à l'heure. Diapo suivante. Alors, je projette ce qui maintenant est bien connu puisque c'est le troisième, même le quatrième appel à projet générique depuis 2022 qui s'appuie sur cette programmation, sur cette structuration. Vous voyez donc il y a 7 axes qu'on appelle dédiés au SHS, cœur SHS, avec des comités d'évaluation associés. Et s'y ajoutent 4 axes transversaux, pluridisciplinaires, donc mettant en action plusieurs domaines scientifiques à la fois, et généralement articulés aux grandes transitions numériques, écologiques, énergétiques auxquelles nos sociétés sont confrontées. Alors, je projette là l'organigramme du département, tout simplement pour que vous voyez que nous sommes nombreux à votre service, que nos rôles sont évidemment bien spécifiés pour chacun d'entre nous. Il y a des responsables scientifiques et des chargés de projets scientifiques qui sont en responsabilité soit de comité d'évaluation de l'appel à projet générique, soit de comité d'évaluation d'appels qui ne sont pas le générique, mais d'appels internationaux en particulier, ou d'appels nationaux. Il y a également un grand nombre de personnes, vous le voyez sans doute, qui sont à des titres divers investis dans des actions internationales. Ces actions prennent de plus en plus de place dans notre activité, puisque l'international en SHS est vivant, renouvelé, et donc il y a là des appels. Cette année, par exemple, nous avons eu 5 appels internationaux, non pas à gérer nous-mêmes, mais avec d'autres agences étrangères, et avec un nombre important de projets déposés français, avec des coordinateurs ou des partenaires français, et un très bon taux de sélection. Alors, je vais passer assez rapidement sur les chiffres qui traduisent une évolution positive du nombre de projets déposés et mathématiquement, enfin, j'allais dire mécaniquement, du taux de sélection, puisque le taux de sélection a accompagné l'augmentation du taux de dépôt. Donc, quelques graphes qui montrent en fait la situation telle qu'elle était en 2020, voire en 2018, avec un dépôt SHS qui était modeste, qui a cru significativement depuis ces 3 dernières années et qui, vous voyez, concerne aussi bien tous les instruments de l'ANR, PRCI inclus, que les instruments hors PRCI. On reviendra, si vous le voulez, lors des questions sur les instruments de l'appel à projet générique, si vous avez des questions à poser là-dessus. Là, je ne m'étends pas pour l'instant. Donc, quelques graphes encore qui montrent que le taux de sélection accompagne l'augmentation du taux de dépôt. Et donc, on voyait que pour les sciences humaines et sociales, on a des chiffres qui sont en fait supérieurs à la moyenne générale de l'ANR. Tout à l'heure, pour 2023,
on avait un taux de sélection général à l'ANR de 24,3%. Vous voyez que pour la même année, côté SHS, on est à 25%. Et c'est une constante, et ce sera la même chose cette année. Nous n'avons pas les chiffres totalement stabilisés pour la APG 2024. C'est pour ça que je ne peux afficher que les chiffres du dépôt et non ceux de la sélection, mais ils seront tout à fait identiques, enfin très, très voisins de ceux de 2023, voire meilleurs, pour les SHS en tout cas. Donc là, j'ai fait un graphe qui montre comité par comité de la APG, donc pour trouver les comités associés à chacun des 7 axes, avec des taux de sélection, vous le voyez, qui sont très bons. Pour la APG 2023, qui est là notre APG de référence, hein, puisqu'encore une fois, 2024 n'est pas tout à fait terminé en réalité. Il y a encore des listes complémentaires à abonder, donc nous n'avons pas encore notre taux de sélection définitif. Et là, là, vous avez deux graphes différents qui intègrent ou non les PRCI. On pourrait y revenir si vous le souhaitez. J'ai voulu faire ce petit tableau qui montre que si l'on prend les chiffres du dépôt en SHS à l'appel à projet générique, PRCI inclus, donc c'est-à-dire avec les projets à collaboration internationale inclus, et que si on y ajoute les projets déposés et financés à l'appel à projet franco-allemand que l'ANR a depuis plus de 15 ans aujourd'hui avec la DFG, l'agence homologue allemande, et qui, on y reviendra, ce FRAL franco-allemand qui n'est pas intégré à la APG, mais qui en fait répond aux mêmes besoins que les PRCI franco-allemands qui existent pour d'autres disciplines, pour d'autres domaines scientifiques. Eh bien, si on comptabilise en fait tout cela, vous voyez que les chiffres finalement du dépôt sont importants et surtout ont cru sensiblement, en fait, de 30% depuis 2021. C'est un encouragement à continuer que je vous adresse, puisque plus vous déposez, plus nous vous finançons. Nous sommes censés vous sélectionner à 24,3% de taux de sélection. C'est la norme hein, pour tous les domaines scientifiques et globalement pour l'ANR. Donc, un quart des projets déposés sont financés à peu près, en tout cas pour les SHS, et donc vous avez tout intérêt à déposer dans des conditions aussi favorables où, encore une fois, le budget accompagne l'augmentation du dépôt. Un point important sur lequel j'attire votre attention, nous avons pu constater depuis 2022 que parmi les déposants, c'est-à-dire les coordinateurs qui déposent des projets, mais aussi ce qu'on appelle les responsables de partenaires, c'est-à-dire ceux qui représentent, les chercheurs qui représentent les autres laboratoires associés dans un consortium de projets. Eh bien, si on a fait une étude pour voir si ces coordinateurs SHS et ces responsables de partenaires étaient déjà connus de nous auparavant pour avoir exercé la même fonction de coordinateur ou de responsable de partenaire. Et nous nous sommes aperçus que depuis 3 ans, vous voyez, c'est un taux de 34,6% en moyenne de nouveaux déposants, coordinateurs ou responsables de partenaires, qui déposent dans nos 7 comités SHS, ce qui est tout à fait remarquable, d'autant plus que ces nouveaux déposants ont souvent un taux de sélection supérieur à la moyenne, et c'est de très bons chiffres par rapport aux 16,6% de taux de nouveaux déposants pour l'ANR dans son ensemble. C'est vous dire si nous faisons bon accueil aussi à tous ceux qui ne déposaient pas auparavant à l'ANR et qui se lancent. Et vous le voyez, pour la plupart très souvent avec succès, sinon la première année, au moins la deuxième année s'ils sont amenés à redéposer. Autre remarque qui concerne les disciplines. Vous voyez sur le graphe du bas s'afficher les comités d'évaluation.
vous voyez que certains comités ont un taux de nouveaux déposants plus important que les autres. Pour certains, ce sont des comités, par exemple en sociologie, le CE 41, ou en économie, le CE 26, qui existaient déjà dans l'ancienne programmation, bon, sous des dénominations différentes, mais au moins la sociologie et l'économie étaient présentes dans la programmation antérieure à 2022. En revanche, le CE 53, le CE 54, alors surtout le CE 54, qui est un nouveau comité d'évaluation qui concerne les humanités, arts, littérature, philosophie, affiche un taux de dépôt de néo-déposants important, et avec les taux de succès, là encore, tout à fait remarquables. Mais on pourrait dire ça évidemment d'autres comités, puisque vous voyez qu'en fait cette augmentation, enfin ces bons chiffres sont presque partout élevés. Je continue. On en vient maintenant au dispositif d'internationalisation de la recherche, qui est le troisième point que nous souhaitions vous présenter. L'ANR a, au sein de son appel à projet générique, mais aussi en dehors de son appel à projet générique, mise en œuvre des dispositifs, dont certains existent déjà depuis quelques années, qui veulent favoriser les performances de la France, des chercheurs français, aux appels à projets européens, ERC, mais pas uniquement, ceux en particulier du cluster 2, de la Commission européenne, qui sont justement dédiés aux sciences humaines et sociales. Alors, il existe déjà depuis quelques années des dispositifs appelés Tremplin ERC, MRSEI, SSREI, on en reparlera si vous le souhaitez. Ce sur quoi je souhaite attirer votre attention, c'est un nouvel appel à projet spécifique qui existe depuis 2022, qui a été reconduit en 2020. Oui, qui a été reconduit. Non, en fait, il existe, pardon, il a existé en 2000. J'ai fait une faute. Il a été ouvert en 2023. Enfin, il a été lancé en 2022, mais en fait, c'est un appel, c'est l'édition 2023. Une édition 2024, il y aura une édition 2025 qui va être lancée là très prochainement, puisque nous ouvrons cet appel en octobre ou en novembre pour une édition 2025. Alors, cela concerne, en fait, cet appel concerne des jeunes chercheurs qui n'ont pas encore de position académique pérenne, qui ne sont pas chargés de recherche au CNRS, qui ne sont pas maîtres de conférences, afin de les aider à préparer une première candidature à l'ERC Starting Grant. Et c'est donc une bourse postdoctorale de 2 ans. On pourra là aussi répondre à des questions si vous le souhaitez. Ils ont donc obligation à présenter un projet à l'ERC pendant la durée de ce contrat. Si leur candidature à l'ERC prospère, c'est très bien. Pour eux, ils pourront au moins financer leur salaire pendant un certain temps et aussi travailler sur un projet qui est le leur et qui leur permettra de s'affirmer comme jeunes chercheurs. Mais ils pourront aussi, entre-temps, être recrutés comme maître de conférence ou comme chargé de recherche, parce que souvent, le fait d'être lauréat à l'ERC est un tremplin. Le fait même d'avoir eu ce type de contrat postdoctoral qui permet, dans tous les cas, quels que soient les résultats à l'ERC, d'améliorer son CV et donc d'être aussi plus compétitif sur des postes pérennes en France ou à l'étranger. Donc, nous pensons que c'est un dispositif qui est vertueux, qui ne peut faire que du bien à nos jeunes chercheurs candidats et lauréats. Et donc, d'ailleurs, nous avons un taux de dépôt très important. Plus de 150 projets sont déposés chaque année de très grande qualité. Et toute la difficulté est précisément de faire un choix. Voilà. Un autre dispositif, alors là, qui est un dispositif très large, qui concerne l'ensemble de l'ANR, l'ensemble des domaines. C'est l'instrument de financement PRCI, projet de recherche collaboratif à l'international, qui est inscrit dans la APG. C'est un des instruments de la APG à côté du PRC, du PRCE et du PRME et du JCJC. Alors, il faut comprendre que l'ANR, dans ce cadre-là, passe des partenariats avec des pays, des agences, des représentants ministériels de pays, dont la liste suit. En tout cas, pour les SHS, cette liste se limite au nom que vous avez là. Elle est un peu plus longue pour d'autres domaines scientifiques, mais
on va dire qu'on a là le noyau commun, hein, à tous les domaines scientifiques. Il est évident, ce n'est pas, je ne choquerai personne en le disant, il est notoire que ces partenariats ont donné de bons résultats en SHS, en tout cas pour certains, avec certains partenaires. Vous voyez les graphes, je ne vais pas les détailler, ils parlent d'eux-mêmes. On voit bien que le taux de dépôt est important avec la FAPESP au Brésil, avec le Luxembourg et la Suisse, beaucoup plus aléatoire, beaucoup plus fluctuant. Vous le voyez aussi là, selon les années et les pays. Et qu'en réalité, cette offre n'est pas totalement adaptée aux sciences humaines et sociales, dont nous savons tous qu'elles travaillent aussi très largement avec des pays européens ou hors Europe, européens comme l'Italie et l'Espagne. Alors, l'Allemagne, j'y reviendrai, on a le fameux programme FRAL qui répond à tous les besoins, enfin qui répond bien en tout cas aux besoins des communautés pour les coopérations avec l'Allemagne, mais en dehors de l'Allemagne qui est hors PRCI, ce que vous avez là avec ces pays est tout à fait intéressant, mais visiblement n'est pas suffisamment attractif pour répondre, pour en tout cas permettre une internationalisation plus large des communautés. Nous sommes bien conscients aussi qu'il y a dans les universités, dans les organismes aussi d'autres dispositifs d'internationalisation. Hein. Nous ne sommes pas les seuls à le faire à l'ANR. Mais donc, nous travaillons au sein du département à ouvrir prochainement, dans le cadre du prochain triennal, un PRCI avec le Royaume-Uni, ce qui serait déjà une très belle ouverture pour les sciences humaines et sociales et correspondrait aux besoins fortement exprimés du terrain. Je passe maintenant sur l'appel à projet franco-allemand en sciences humaines et sociales. Vous avez là un descriptif rapide qui montre la vitalité, enfin d'abord les spécificités, les caractéristiques de cet appel que je ne vais pas détailler. Autour de cette table, il y a à ma gauche Morgane Walter, qui est en charge de cet appel côté français. Elle travaille en contact permanent avec nos collègues de la DFG, qui opèrent avec nous cet appel. Elle rentre depuis quelques jours de Bonn, où a eu lieu le comité d'évaluation, en séance plénière du comité d'évaluation de ce comité. C'est un comité mixte, bilingue, franco-allemand, remarquable hein, à bien des égards par son sérieux et aussi parce que les projets déposés couvrent l'ensemble du domaine, sciences sociales et humanités, avec une place importante ouverte qui est faite aux petites disciplines, aux disciplines rares, et un taux et un budget cette année qui a considérablement augmenté, puisqu'on est passé de 4 millions d'euros habituellement à plus de 5 millions, 5 millions 6 cette année, en espérant pouvoir continuer aussi bien l'année prochaine. Donc Morgane Walter pourra répondre à vos questions si vous le souhaitez, et je vous renvoie vers un document qui a été un bilan que nous avons publié sur les 15 ans de cet appel franco-allemand, ce qui vous parlera sans doute encore bien mieux que je ne le fais de ce que vous pouvez attendre de cet appel. Alors maintenant, j'aborde, après le bilatéral, le multilatéral, qui lui n'est pas déployé dans le cadre de l'appel à projet générique. Il n'y a pas d'instrument comme le PRCI, par exemple, ou comme le FRAL, qui est hors APG, mais qui fait fonction de PRCI. Là, il s'agit du multilatéral, c'est-à-dire de partenariat avec plusieurs agences en même temps, d'appels qui font appel à des consortia de plus de 2 pays. Il y a... Alors, j'aurais peut-être dû commencer en fait par la diapositive, mais non, je vais rester sur cette diapositive qui présente en fait des partenariats déjà financés par la Commission européenne, et pour les 2 derniers encore en cours de préparation et donc non financés, mais qui devraient l'être aux échéances 2026-2027. C'est ce qu'on appelle des partnerships, enfin des partenariats, des gros consortia de nombreux pays, une trentaine dans les 2 derniers cas, beaucoup plus pour le premier qui est un partenariat à cheval sur les SHS et le département, enfin le domaine biologie santé. Là encore, au sein du département, plusieurs collègues sont en charge soit de ce partenariat avec biologie santé,
C'est Maria Ziglioni en particulier qui est présente aujourd'hui, mais pour les deux projets, les deux partnerships en préparation, aussi bien Roberta Agnese présente aussi, Marie Fleck, Romain Garcier, et j'en oublie certains, ils m'excuseront, sont tout à fait impliqués là-dedans. Je voulais aussi signaler que depuis quelques semaines, nous avons parmi nous Tobias Hoffmann, qui nous a rejoint en tant que responsable scientifique en charge de la coordination de tous les appels multilatéraux au sein du département. Il est présent et pourra répondre éventuellement, en tout cas, à vos questions si nécessaire. Alors, je continue. Ah. Il y a un petit moment de retard. Oui, je reviens très rapidement sur les collaborations multilatérales qui sont hors financement européen. Vous avez là, en fait, en rouge, les noms de Norfest, ERA, la DPI Cultural Heritage, Aura et TAP et le Belmont Forum, qui correspondent en fait à des plateformes ou des réseaux d'agences européennes, mais la plupart du temps aussi hors Europe, et pour certaines uniquement transatlantiques, qui ont proposé ces dernières années, ont ouvert plusieurs appels à projets cofinancés par les agences et avec des taux de sélection et de succès, enfin des taux de dépôt et de succès importants pour les sciences humaines et sociales. Et je crois qu'on n'a pas un bon affichage. Voilà, excusez-nous. Voilà, c'est la bonne diapositive. Donc, je ne détaille pas. Là encore, j'ai des collègues qui sont impliqués dans chacun de ces appels à des titres divers. Il faut quand même savoir que pour Norfest, nous sommes notamment à la manœuvre pour la gestion d'appels, mais nous avons la coordination, nous Français, et en fait c'est l'ANR à travers deux des collègues, le responsable scientifique Romain Garcier et Catherine Pellini, maintenant remplacée par Marie Fleck, qui assure cette coordination pour le réseau Norfest, qui est un réseau de très nombreuses agences européennes et non européennes. Donc, j'ai voulu faire un focus sur deux appels qui sont terminés, deux appels 2004, donc c'est la diapo suivante. Là, vous avez un détail que je ne vais pas vous donner. Il s'agit de l'appel Aura numéro 8, qui est financé sur le budget 2024. Vous voyez que ce sont des consortia de 4 pays, d'Europe et d'Amérique du Nord. La France est bien représentée. Vous voyez que parmi les lauréats, 9 comportent des laboratoires français. Donc c'est un appel qui est attractif et qui fonctionne bien, qui est bien financé et qui a de bonnes chances de continuer à l'être dans un contexte malgré tout où l'offre à l'échelle européenne va avoir tendance à se resserrer sur les partnerships dont je vous parlais tout à l'heure. Même si ces partnerships ne couvrent pas tout ce que pouvaient couvrir les plateformes en question jusqu'à maintenant. Donc j'ai fait aussi un petit focus sur un autre appel dit de TAP, c'est la Transatlantic Platform ouvert aux sciences humaines et sociales, comme d'ailleurs Aura. Je vous laisse voir, le taux de présence des Français est quand même moins important que celui d'autres pays comme le Royaume-Uni, vous le voyez, ou les États-Unis. Nous n'avons eu là que 5 lauréats français, sans doute parce que l'appel n'est pas assez connu. Donc nous sommes prêts aussi là à vous accompagner si vous le souhaitez dans le dépôt de projets auprès de ces plateformes. Alors pour le coup, il n'y en a pas de prévu en 2025, mais probablement en 2026 pour ces deux appels, pour ces deux plateformes, pardon. Enfin, je termine sur quelque chose qui fera l'objet d'un webinaire dédié, mais qui mérite mention quand même aujourd'hui. Ce sont les appels à projets sciences avec et pour la société, qui, comme je l'ai dit tout à l'heure, sont transversaux à l'ensemble des domaines scientifiques, concernent toutes les communautés françaises, et pas seulement les SHS, bien entendu. Simplement, c'est un programme pluriannuel qui a été conçu, porté, évidemment en concertation avec les autres départements, et qui est opéré par le département sciences humaines et sociales, mon adjoint Tristan Lescure, qui est à ma gauche, étant très très largement
impliqué a été très largement impliqué dans cette nouvelle programmation, et il est maintenant rejoint par d'autres collègues comme Alban Ferreira pour assurer le suivi des projets déjà financés et opérer les nouveaux appels à venir, puisque c'est un programme pluriannuel. Donc, je ne détaille pas le volet, pour l'instant, appelé mobilisation des chercheurs pour la CSTI, qui est en fait un abondement supplémentaire que nous donnons. Ce n'est pas un vrai appel à projet. Nous apportons un financement supplémentaire à des projets déjà financés par l'ANR pour qu'ils fassent de la valorisation de la diffusion des connaissances, la valorisation sociétale, voilà, je cherche même mes mots, de la médiation scientifique. Et puis, mais j'insiste davantage sur les appels thématiques qui ont déjà été ouverts. Je vais donner le nombre du projet déposé, le nombre de projets sélectionnés. Et actuellement, nous avons juste clôturé la semaine dernière l'appel recherche participative de 2024. C'est en fait un appel numéro 3 en recherche participative, mais c'est un format numéro 2 par rapport à un format numéro 1. Et c'est la deuxième édition de ce format numéro 2. Et vous voyez qu'on a encore une fois un taux de dépôt important. On fera en sorte que la sélection soit aussi avec un bon taux. Je vous annonce pour 2025 2 appels thématiques, un nouvel appel recherche participative, cette fois-ci mais édition 2025, et un appel tout à fait nouveau, expertise scientifique en appui aux politiques publiques, qui pour l'instant est encore en gestation, mais qui devrait vraiment être ouvert en 2025. Je vous remercie de votre attention, et nous allons pouvoir passer aux questions. On y va, Tristan ? Alors, il y a eu une première question qui concerne un axe transversal du département SHS, qui concerne donc l'axe H4, santé publique. Et la question est la suivante: est-ce qu'un coordinateur de projet doit-il forcément être du domaine SHS, ou son expertise peut-elle relever des sciences biologiques, par exemple ? Alors, je pose la question en même temps que je le réponds, puisque c'est également la personne qui opère ce comité d'évaluation pour l'appel à projet générique. Et la réponse est que, effectivement, vous pouvez bien être des sciences biologiques pour déposer le projet au sein de cet axe. L'important étant que la question de recherche que vous allez poursuivre derrière doit répondre au périmètre de l'axe santé publique, santé, société, que vous retrouvez évidemment dans l'appel à projet. Et il n'y a aucunement un fléchage qui est fait en fonction du laboratoire ou de la discipline de la personne qui souhaite déposer le projet. L'important est vraiment le cœur de votre projet, de la question de recherche qui est poursuivie derrière. Et donc, je vous invite fortement à bien lire le périmètre de l'axe 36, enfin de l'axe H4, et donc du comité d'évaluation 36 au sein de l'Agence nationale de la recherche, pour que vous puissiez être bien reçu au sein de ce comité. Si je peux ajouter quelque chose, c'est que parmi les 4 axes transversaux que nous vous avons présentés tout à l'heure, sur lesquels on pourrait peut-être revenir très vite, j'essaie d'aller en arrière si c'est possible. C'est difficile. Pardon. Alors, voilà. Merci. Je reviens dessus. Il y a quand même des précisions importantes à donner. Vous voyez, ces axes sont dits transversaux. Ils sont dits aussi pluri, inter et transdisciplinaires. En réalité, l'exigence d'interdisciplinarité est variable selon les axes. Autrement dit, la place des SHS est partout ménagée, soit pour des projets comment dirais-je, en coopération avec des laboratoires relevant plutôt là, pour prendre la H4, CE36, relevant de biologie santé. Donc, on attend des consortia SHS biologie santé. Mais on attend aussi, dans cet appel, auprès de cet axe, des projets monodisciplinaires relevant de BS seul et des projets monodisciplinaires relevant de SHS seul, à condition, dans tous les cas, que, comme le disait Tristan, les questions posées
relève bien du périmètre de l'axe, qui n'est pas un périmètre disciplinaire, qui est un périmètre thématique. On est sur santé publique avec un certain nombre d'items que vous trouvez détaillés dans l'appel à projet. Voilà. Donc, et pour les autres axes, eh bien, par exemple, juste l'axe H15, interface sciences du numérique, sciences humaines et sociales, est beaucoup plus exigeant en termes d'interdisciplinarité que celui, le H4, puisque là, il faut que les consortia soient vraiment, on accepte de consortia que mixtes, sciences du numérique ou sciences mathématiques, parce qu'en fait, on a marqué sciences du numérique, mais il y a aussi mathématiques. Donc, ça peut être mathématiques et sciences humaines et sociales, ou sciences du numérique et sciences humaines et sociales. Mais là, il faut absolument les deux composantes, sinon les projets ne sont pas acceptés. Voilà, c'est une précision qui est importante quand même. Voilà. On poursuit, on a eu une question sur les appels à projets, notamment SAPS, ceux qui vont être publiés en 2025. Et la personne s'interroge sur quand est-ce qu'elles pourront avoir des informations sur l'appel expertise scientifique en appui des politiques publiques. Et peut-être que l'on peut dire qu'on y reviendra plus longuement dans le webinaire que nous dédierons à la stratégie Science avec et pour la société, dans lequel on déclinera plus longuement les attentes et aussi un calendrier plus précis sur ces appels-là. Ce webinaire aura lieu très probablement en décembre. Oui. Et de toute façon, cet appel ne sera pas ouvert avant le début de l'année 2025. D'autres questions sur une personne qui s'interroge sur le fait est-ce qu'elle peut mettre en lien son projet actuel avec d'autres candidatures, une continuité, dans quelle langue écrire le projet, quelle moyenne pour une enveloppe dans l'axe H15, donc le comité à l'interface SHSC numérique, et peut-on inclure dans la valorisation du projet la production d'un documentaire? Valentin. Alors, bonjour, je me présente juste en un mot, Valentin Miquelon, je suis chargé de projet scientifique au sein du département et donc en charge du comité 27 études du passé, patrimoine, culture, mais également sur le comité 38 qui suit l'axe H15. Donc, dans quelle langue écrire le projet? De façon générale, vous trouverez dans le texte de l'appel à projet qu'il est recommandé d'écrire plutôt les projets en anglais, puisque vos projets doivent être expertisés par des collègues non francophones. Pouvez-vous mettre un lien vers votre projet actuel dans votre candidature? De façon générale, on demande à ce qu'il n'y ait pas de lien de données externes dans les appels, dans les réponses que vous faites, dans vos projets détaillés et dans vos pré-propositions de 4 pages, puisque vos dossiers sont évalués sur la base seulement de ces pré-propositions et de ces propositions. Et donc, si vous rajoutez des liens vers d'autres éléments, ça sera considéré comme une transgression des règles, puisque vos pré-propositions sont limitées à 4 pages et vos propositions détaillées sont d'une vingtaine de pages. Vous pouvez par contre placer votre projet dans la suite de ce qui s'est fait, mais dans ce cas-là, ça sera en lien avec le CV, mais il faudra l'expliquer, mais ça ne sera pas un lien au sens URL. Ensuite, peut-on inclure dans la valorisation du projet la production d'un documentaire? Tout à fait, un documentaire fait partie d'un élément de valorisation. Pour l'enveloppe moyenne, pour l'axe H15, je n'ai pas cette information. Je vais me renseigner et je vous répondrai directement dans le chat à la question posée. On a une question à l'attention de Maria, puisque cela concerne le partenariat européen Transforming Health and Care Systems. Savez-vous si un autre appel est prévu? Et si oui, quel est le calendrier éventuellement? Bonjour. Alors, oui, nous avons prévu un appel pour 2025. Il sera alors publié sur le site du Col Secrétariat et par la suite aussi sur le site des agences de financement. Et il s'agira alors d'une publication de l'appel entre mi-novembre et fin novembre 2024, dans 2 mois à peu près. Merci Maria. On a une question un peu plus précise d'un collègue qui s'interroge sur la présence du critère 2, en particulier le point 2 points, expérience antérieure des instruments PRC pour un coordinateur ayant une expérience significative dans le domaine de la physique, 15 ans.
et étant désormais porteur de projets de sciences citoyennes depuis 3 ans, ainsi que membre permanent d'un laboratoire en SHS, conseillez-vous plutôt une candidature dans un axe SHS ou plutôt transversal? Tout dépend de, comment dirais-je, de la thématique que vous portez. Parce que là, si je comprends bien, domaine de la physique, et vous êtes dans un laboratoire en SHS, donc en fait, ce qui est évalué quand même, donc, quel que soit l'appel, c'est le CV du coordinateur, enfin pas en tant que tel, mais en tout cas les compétences scientifiques qui sont les siennes, la masse critique en quelque sorte que cela donne au projet, alors soit en physique, soit en SHS, soit en autre chose. Là pour le coup, donc ça c'est un premier aspect. Il faut quand même que le coordinateur soit à l'aise dans l'axe auprès duquel il dépose avec les contraintes de cet axe. Bon, je ne peux pas vous dire mieux. Mais après, il y a évidemment le consortium, le consortium avec d'autres compétences qui sont ajoutées. Moi, j'ai tendance à vous dire qu'à l'appel à projet générique, vous êtes mieux financé que dans nos appels spécifiques. Donc, tout dépend aussi des besoins que vous avez en financement. Et en termes de taux de sélection, vous avez vu qu'à la APG, avec 25% de taux de sélection, vous avez en fait plus de chances qu'un certain de nos appels spécifiques, qui ne sont pas tous, en tout cas, à ce niveau-là. Peut-être pour compléter, ce qui doit guider votre choix, c'est pas tant, je dirais, un choix entre appel à projet générique ou appel spécifique, mais plutôt le cœur du projet que vous allez que vous allez souhaiter développer. Et c'est là où vous ferez, je pense, un choix avisé, à bien lire les périmètres d'action qui pourraient vous convenir à la fois dans nos 7 axes SHS ou transversaux, est-ce que ce serait un projet qui serait bien accueilli dans ces axes-là? Et si ce n'est pas le cas, éventuellement, au regard des appels à projets spécifiques qui vont être ouverts, peut-être vous orienter sur ces appels-là, en tenant compte tout ce que vient d'exprimer Valérie. Et c'est vraiment ce choix-là qui doit vous guider. Une question sur les SAPS. Est-ce que le dépôt peut-il se faire par un acteur socio-économique? La réponse est oui, mais attention, cela dépendra surtout de l'appel à projet visé. Si on parle d'appel à projet de recherche participative tel que celui qui vient de se clôturer, la réponse est oui, c'est possible. Mais encore une fois, ce sont des variables qui peuvent évoluer en fonction de l'appel. Et dans notre programmation de 2025, je vous inviterai à faire attention évidemment au texte de l'appel à projet, qui doit être votre référence pour que vous puissiez vraiment voir si cela est possible et est éligible dans l'appel visé. Ensuite, une autre question sur un projet qui porte sur l'accessibilité aux interfaces homme-machine pour les personnes souffrant de handicap moteur. Ce projet passe par le développement de jeux vidéo avec une interaction basée sur les différentes modalités, mouvement des membres du visage, voix, capteurs spécifiques. Ces systèmes d'interaction pourront ensuite être portés sur des cas d'usage du quotidien, comme des bornes interactives, etc. Pensez-vous qu'un tel projet est pertinent pour les axes 28, H15, D4, donc CE28, ou H15, CE38 Valentin, peut-être. D'une façon générale, on ne peut pas vous dire quel est l'axe préférentiel dans lequel déposer. Ça relève de la responsabilité du coordinateur. C'est à vous de voir si le centre de gravité de votre projet s'inscrit plutôt dans le texte de l'appel à projet pour chacun de ces axes. J'aurais tendance à penser que ça rentre à minima dans le 38. Je pense que ça peut aussi rentrer dans le 28. Donc, c'est vraiment à vous de regarder bien l'ensemble des mots-clés qui sont présentés dans le texte de l'appel à projet et de voir le centre de gravité de votre projet. Et c'est à vous de faire ce choix. On peut peut-être demander à Maria Zioni qui était en charge du CE28 jusqu'à maintenant. Elle est remplacée par Oui,
Elle a une grande expérience, oui. Vous avez vu passer des choses. Oui. Je peux peut-être rajouter à la réponse de Valentin le fait que vous pouvez tout d'abord lire le descriptif des 2 axes dans le texte de l'appel et ensuite regarder sur le site de l'ANR la liste des membres du comité que nous avons publiés. Bien sûr, ça ne signifie pas qu'il s'agira ces mêmes membres du comité qui vont participer pour une deuxième ou troisième année pour 2025, puisqu'on est obligé de, de renouveler le comité à l'entier tous les ans. Cependant, vous pouvez regarder quelles sont les disciplines représentées par chaque axe. Comme ça, vous pourriez peut-être essayer de regarder de quelle discipline vous souhaiteriez être évalué lors de la réunion plénière. Et puis, vous pouvez également vous reporter aux listes de projets publiés récemment, de projets, lauréats. Ces listes sont publiées, elles sont sur le site de l'ANR, en tout cas pour la APG 2023 et pour la APG 2024, ça a été fait au fil de l'eau. Enfin, il y a déjà l'essentiel au moins qui est publié, même si les listes complémentaires ne sont pas encore tout à fait définitives. Donc là, vous verrez des exemples de projets, au moins à travers leur titre, qui pourront vous donner, vous conforter dans votre choix. Peut-être une question désormais sur l'axe D3, donc plutôt l'axe concernant Sylvie Contrepoix. Est-ce que des chercheurs en psychologie peuvent déposer dans cet axe? Sylvie. Bonjour. Donc, effectivement, je représente cet axe D3. Donc, il n'y a pas d'exclusion disciplinaire du tout. Hein. Beaucoup de disciplines des sciences humaines et sociales peuvent déposer dans l'axe D3 pour des projets en fait, qui concernent l'évolution de la société. Donc, j'aurais tendance à dire, si vous êtes en psychologie, forcément, vous allez peut-être avoir une démarche plutôt psychosociologique, hein, puisque l'idée, c'est de comprendre les grandes évolutions de la société. On va pas explorer en détail des phénomènes individuels, hein, qui sont dans le registre individuel, mais par contre, on peut effectivement avoir recours à la psychologie pour comprendre comment les individus se situent au regard d'un certain nombre de phénomènes, que ce soit l'éducation, la santé, les loisirs, enfin, voilà. J'espère que j'ai répondu à votre question. Merci Sylvie. Oui, ça fait la différence avec la psychologie telle qu'elle est attendue dans l'axe D4 et le CE28 dont parlait Maria tout à l'heure. Peut-être une question désormais sur l'interdisciplinarité et est-ce qu'elle est valorisée dans l'axe D6, donc du CE27. Le collègue s'interroge ou la collègue s'interroge sur le besoin de financer, pour faire avancer des problématiques de SHS, des études en sciences exactes qui peuvent être coûteuses étant donné l'instrumentation nécessaire. Dans quelle mesure est-ce possible? Alors, l'interdisciplinarité est tout à fait acceptée dans ce comité 27, puisque toutes les méthodes qui permettent de faire avancer, on va dire, la connaissance du passé, du patrimoine et des cultures sont employées par les collègues qui déposent dans ce projet. Donc, vous pouvez avoir aussi bien des équipes spécialisées en génétique, en archéométrie en général, dans l'étude des patrimoines naturels aussi, donc avec des différents équipements, des instruments assez lourds qui sont mis en œuvre. Donc, c'est tout à fait des projets, ce type de projets en tout cas, sont tout à fait représentés dans cet axe. Donc, tout à fait, l'interdisciplinarité est tout à fait acceptée dans ce comité. Peut-être une question maintenant sur le montage du projet. Est-ce qu'un projet qui prévoit des contractuels, vu le fort degré de spécialisation, la personne s'interroge, elle sait que dans 3 cas sur 4, que ces personnes seront bénéficiaires de ces contrats, est-ce qu'elle peut nommer ces personnes dans la proposition? Je
pense qu'il n'y a pas d'obstacle à ça, et que, en tout cas, peut-être sans les nommer, mais dire que les personnes qui seront bénéficiaires de ces CDD sont déjà identifiées avec un profil que vous pouvez décrire sans les nommer, puisqu'après tout, je vous rappelle que le jury n'ira de toute façon pas googliser ces personnes. Je veux dire que toutes les informations que vous devez donner, que vous souhaitez donner, doivent être contenues dans la pré-proposition, puis dans la proposition détaillée. Autrement dit, d'avoir le nom ne nous aidera pas, parce que nous ne connaissons, enfin, en tout cas, n'aidera pas nécessairement les membres du comité. En revanche, le profil scientifique ou technique de ces personnes est au contraire très important, justement, pour comprendre ce que vous voulez faire. Et évidemment, ça ajoute de la robustesse à votre proposition que d'avoir déjà une idée précise de ce que seront ces collaborateurs. Voilà. Donc, moi, je vous déconseillerais en réalité de les nommer, mais par contre, de parler d'eux en disant que vous les avez bien identifiés. Je pense que c'est... Une question qui concerne encore l'axe H15 et quelle est la granularité de détails attendus concernant la méthodologie, sachant qu'il y a plusieurs retours indiquant que cette méthodologie manque souvent de précision par le comité. Je pense que c'est une question en fait qui est transversale à tous les comités. Finalement, je dirais qu'il n'y a pas un niveau spécifique. Puis là, je pense qu'on parle d'un projet qui a déjà été déposé, si je comprends bien. Mais de façon générale, il y a le comité d'évaluation et les experts, si le projet est présenté en étape 2, ont besoin de pouvoir comprendre toute la faisabilité du projet et donc de bien comprendre cette méthodologie. Donc finalement, la question, c'est en fonction du projet. Il y a des projets, des axes pour lesquels finalement un niveau de détail moins important sera nécessaire. Donc c'est vraiment à vous d'adapter en fonction de votre projet, probablement en vous faisant aider par vos collègues, peut-être aussi des collègues qui sont peut-être un petit peu plus externes à la discipline, auprès des cellules de valorisation de vos établissements, de façon à voir si ce que vous avez compris ce que vous avez écrit est bien compris et intelligible, peut-être par différents collègues plus ou moins spécialistes des questions que vous posez dans votre projet. Alors, c'est une question qui concerne plutôt un axe transverse dans le cadre d'une intention de déposer un projet JCJC. Est-ce qu'il faut renseigner sur IRIS les CV des différents intervenants identifiés pour mener à bien le projet? Alors, sur IRIS, pour un JCJC, ce qui est attendu, c'est le CV du coordinateur, et uniquement le CV du coordinateur. Et ce, quel qu'en soit l'axe visé par le déposant. Un projet dont la problématique fait qu'il ne peut être que monodisciplinaire, droit en l'occurrence, peut-il être retenu ou est-ce rédhibitoire? Donc, oui. Alors, c'est Maria Alessandra Bianchi qui est en charge du CE 53. Pardon, excusez-moi. C'est Marie Fleck qui est en charge du CE 53. Mais je vais peut-être commencer à répondre là-dessus. Dans tous nos axes, enfin dans les 7 axes SHS, des projets monodisciplinaires sont déposés et ils sont absolument les bienvenus. Cela dit, l'interdisciplinarité est également tout à fait bien accueillie. En fait, il n'y a pas de sujet là-dessus. Vous déposez dans les 7 axes soit des projets monodisciplinaires, soit des projets pluridisciplinaires. Et quand je parle de pluridisciplinarité, ça de la ou de l'interdisciplinarité au sein des sciences humaines et sociales, ce qui est le plus souvent le cas, mais aussi, comme on l'a vu pour le CE27, mais ce n'est pas du tout un cas isolé, avec des sciences dites exactes ou sciences de l'univers, etc., ou sciences du numérique, etc. Donc l'interdisciplinarité n'est pas l'apanage des axes transversaux. D'ailleurs, vous voyez qu'ils sont peu nombreux finalement, et qu'ils n'épuisent pas toutes les possibilités. Et donc le droit en particulier a un axe dédié qui est l'axe 2, des deux, avec le CE 53 dont Marie Fleck s'occupe, et vous avez des projets totalement monodisciplinaires là. La question qui se pose en réalité, c'est peut-être celle de l'instrument, parce que
qui dit monodisciplinaire peut aussi vouloir dire mono-équipe, ça ne va pas de soi. Vous pouvez avoir du monodisciplinaire avec un consortium très, très large, mais pensez quand même au PRME, qui est un instrument qui aussi donc, accueille des projets souvent monodisciplinaires pour le coup, puisque mono-équipe. Bon. Je ne vous dis pas de vous limiter à cette possibilité, bien entendu. Alors, je reviens sur une question de dépôt, donc plutôt sur Iris, et la personne s'interroge sur différents points, notamment, est-ce que le CV doit-il être en anglais? Et si oui, est-il généré automatiquement via Iris? En même temps, elle se demande si elle ne peut inclure que 5 publications. Ensuite, il y a la question de la décharge d'enseignement. Comment c'est prévu dans le cadre d'une JCJCS obligatoire? Comment se conduire si l'on a des CPF? Et enfin, peut-on postuler avec le même projet à la APG, donc à la clôture de octobre prochain, et dans le cadre d'un appel SAPS 25? Peut-être tu peux commencer, Valentin, puis je prends le relais. Alors, le CV doit-il être en anglais? Alors, ce n'est pas obligatoire, c'est, je dirais, recommandé pour faciliter l'examen de votre dossier par les experts externes internationaux ou membres du comité également, mais il n'y a pas d'obligation. Je dirais que après, c'est peut-être, mais c'est un avis vraiment pour le coup personnel, c'est pas une recommandation de l'ANR. Je pense que d'avoir un dossier avec un CV en cohérence linguistique complète, donc une proposition et un CV, ça peut faciliter les choses, mais il n'y a pas d'obligation. Il est bien généré automatiquement via Iris. Donc, vous devez de toute façon tout déposer sur Iris, vos propositions et propositions détaillées. Concernant la décharge d'enseignement, est-ce qu'elle est obligatoire? Non, elle n'est pas obligatoire. Vous devez avoir l'accord de votre établissement d'ailleurs. Pour rappel, la décharge d'enseignement est plafonnée à 96 heures maximum par an et dans la limite de 10 000 €. Et enfin, sur la question du dépôt, en gros d'un dépôt du même projet à 2 appels différents, ce n'est pas possible, notamment parce que, alors là, on joue un peu sur les années, mais parce qu'il y a le dépôt 25, mais parce que le dépôt se clôture, le dépôt actuel se clôt en octobre et nos appels SAPS se dérouleront tout au long de l'année 25. Donc, a priori, ce n'est pas possible de déposer le même projet à 2 appels différents, notamment ceux qui se suivent de manière assez proche dans le temps. Donc, ce qui veut dire que, parce que je comprends votre question, c'est une question un peu de stratégie, si je peux me permettre. La question est donc de savoir si, dans le cas où vous n'êtes pas, je pense surtout dans ce cas-là, vous n'êtes pas invité à l'étape 2, de savoir si vous pouvez postuler dans le cadre d'un appel à projet SAPS, imaginons de recherche participative par exemple. Dans ce cas-là, éventuellement, c'est possible, mais vraiment attention à la fois au délai et aux attendus de l'appel, puisqu'il y a des précisions à chaque fois d'éligibilité sur ce point-là. Les appels SAPS, pour la plupart, et la plupart sont quand même dédiés aux recherches participatives, ont un cahier des charges qui est sensiblement différent des projets déposés à l'appel à projet générique. Enfin, même si l'appel à projet générique peut potentiellement accueillir des projets qui ont une composante de recherche participative. Mais ce que je veux dire, c'est que nous ne voulons pas voir apparaître un projet, on va dire, vulgairement recyclé d'un appel à l'autre. D'abord parce que nous avons malgré tout les moyens de nous en apercevoir, et ça nous est signalé. Alors, même si vous changez le titre, même si vous modifiez des choses à la marge, je vous conseille vraiment de ne pas c'est une mauvaise stratégie. Non, parce que ça vous obligera de toute façon, dans la recherche participative, à retravailler votre proposition, puisque vous l'avez probablement vu dans les 3 appels de recherche participative que nous avons publiés, à chaque fois, l'interaction partenaire public, partenaire société civile est demandée à un niveau tel que, de toute façon, la façon dont vous allez rédiger votre proposition sera différente, bien qu'il peut y avoir des similarités sur éventuellement la question de recherche poursuivie. Je vous invite quand même à être très, très précautionneux là-dessus sur cette potentielle stratégie.
Ensuite, concernant, encore une question d'Iris, faut-il renseigner dans Iris le profil des conseillers scientifiques qui ne font pas partie des partenaires financés par l'ANR? Alors, ça dépend ce qu'on entend par conseiller scientifique, c'est-à-dire que si c'est simplement des personnes qui vous donnent des conseils, ou si c'est vraiment des partenaires au sens scientifique de votre projet, et qui, dans ce cas-là, pourraient être inclus dans votre consortium en tant que partenaires sur fonds propres. Et dans ce cas-là, s'ils sont partenaires sur fonds propres, vous pouvez les renseigner sur Iris. C'est même recommandé. Je poursuis juste parce qu'il y a une question sur l'effet mémoire. Est-ce qu'il est préférable de rédiger l'argumentaire en français ou en anglais, et également celui concernant l'effet mémoire? Est-ce qu'il faut répondre aux commentaires de l'étape 1 et l'étape 2, ou juste à ceux de l'étape 1 lors du dépôt de la pré-proposition? Donc, à l'étape 1. Alors, l'effet mémoire de l'étape 1 concerne l'étape 1. Donc, vous répondez à l'étape 1. Est-ce qu'ils doivent être rédigés en français ou en anglais? C'est pareil, il n'y a pas d'obligation. Vous pouvez rédiger en français ou en anglais. Ensuite, est-ce qu'on est favorable à ce que le coordinateur d'un JCJC à la fois mentionne que c'est sa dernière année d'éligibilité et fasse appel à l'effet mémoire? Eh ben, j'ai envie de dire que sur le CV, en fait, le comité d'évaluation et les experts verront en fait que si c'est la dernière année d'éligibilité du candidat à l'instrument JCJC et fasse appel à l'effet mémoire, c'est à votre choix en fait. C'est vous qui décidez si vous voulez faire appel à l'effet mémoire, vous y avez le droit. Il n'y a pas d'obligation, c'est à votre destin. Donc, on n'a pas de conseils à vous donner sur est-ce qu'il faut le faire ou pas pour maximiser vos chances. C'est vraiment, vous avez le droit de faire appel à l'effet mémoire. Ensuite, on a une question sur l'instrument PRME, donc dit mono-équipe. Est-ce que cela peut concerner plusieurs équipes laboratoires disséminées dans plusieurs universités, mais appartenant à la même UMR? Alors, c'est une question évidemment un peu difficile. Nous avons une réponse claire à lui apporter, mais je veux dire que la structuration des équipes en sciences humaines et sociales dans les laboratoires, qui sont des équipes d'accueil, des UR ou des UMR en SHS, est différente la plupart du temps de ce qui se passe dans les autres sciences. Dans les sciences, par exemple, médicales ou biomédicales, il y a des équipes parfaitement identifiées avec un coordinateur d'équipe au sein, par exemple, d'une UMR. Vous avez une structuration par équipe et ces équipes ont leur indépendance, leurs caractéristiques et leur budget propre et une forme d'autonomie, d'autonomie évidemment, en tout cas d'autonomie, pas d'indépendance, et au sein de l'UMR en question. En sciences humaines et sociales, de manière générale, même s'il y a des exceptions, cette structuration en équipe peut exister, avec le terme d'équipe, mais parfois on a des axes, voire des thématiques, enfin bref, une structuration moins stricte, je dirais. Et en tout cas, ces équipes sont, comment dirais-je, n'ont pas forcément la même cohérence ou cohésion que l'on a, la même spécialisation. Elles sont souvent elles-mêmes pluridisciplinaires, ces équipes, au sein des UMR, et donc, oui, a fortiori au sein des EA, et elles ne marchent pas toutes d'un seul homme, en quelque sorte, en déposant elles-mêmes ensemble, comme c'est le cas dans les autres sciences, à l'ANR. Donc, dans le cas du PRME, on a bien compris que cette notion d'équipe pouvait susciter des questions. Ce que nous entendons par équipe dans ce cas-là, pour les sciences humaines et sociales, c'est en fait effectivement des membres, pas forcément tous les membres, mais des membres d'une équipe interne à une EA ou à une UMR, équipe identifiée par la thématique qu'elle porte, voilà, et parce qu'elle a probablement aussi à sa tête un responsable. Mais ça ne veut pas dire que nous attendons que tous les membres de cette équipe déposent dans le cadre d'un PRME. Ce
peuvent être seulement certains membres de cette équipe. Parce que ce peuvent être, par exemple, les membres qui sont philosophes au sein de cette équipe et pas les membres qui sont, je ne sais pas, littéraires au sein de cette équipe. Donc, on a une équipe qui peut être mixte, philosophe et littéraire, parce que les thématiques de recherche leur sont communes. Ça fait totalement sens, mais là, pour déposer à l'ANR, les philosophes seuls, par exemple, vraiment je fais une simulation un peu bizarre, mais en tout cas peuvent être désireux de déposer. En fait, ce qui compte, c'est la lettre que va rédiger ou le formulaire que va remplir le directeur d'unité. On nous demande à cette attestation qui dit que les projets, les collègues qui déposent le PRME font bien partie d'une équipe ou d'un axe de l'UMR, bien évidemment, et que justement ne bouleverse pas la structuration interne. En fait, on ne veut pas que les PRME désorganisent en quelque sorte la structuration des équipes, qui est quand même validée par le HCRS, qui fait sens scientifiquement, etc. Donc c'est pour ça que quand je vois qu'il y a dans une des questions l'idée d'aller rassembler, de former en fait une espèce de nouvelle équipe projet qui rassemblerait des éléments, comment dirais-je, éparpillés ou en tout cas disséminés dans plusieurs établissements. Donc, je sais bien qu'il s'agit certainement d'une UMR multisite avec des collègues qui appartiennent à la même UMR, mais appartiennent pour le coup à des équipes différentes. J'ai quelques exemples en tête. Donc là, je pense qu'on est justement dans ce qu'il ne faut pas faire. Il vaut mieux que ce soit l'équipe de site de l'UMR en question, vous voyez, d'un tel site qui dépose, qu'une espèce de collection tirée d'autres équipes. C'est justement ce qu'on veut éviter. Si vous avez besoin de plus amples explications, je ne suis peut-être pas tout à fait claire. Vraiment, je me tiens à votre disposition pour en parler au téléphone en dehors de ces webinaires. J'ai déjà été trop longue, je crois. On a une question sur plutôt un point de critériologie. Qu'est-ce qu'on entend en termes de valorisation, vulgarisation? Est-ce que c'est fortement recommandé ou simplement apprécié? Dans quel cadre? J'imagine dans le cadre d'un dépôt à la APG. Alors, la valorisation d'un projet de recherche, elle peut prendre différentes formes. Des publications scientifiques, des bases de données, des actions des expositions, vas-y, Morgane, tu le vois bien avec le FRA. Des expositions, des documentaires, des conférences, des podcasts, enfin le spectre est assez vaste. Est-ce que c'est recommandé? Alors là, je reste dans le périmètre du FRAL. Oui, clairement, c'est un critère d'évaluation. Ça fait partie du critère d'évaluation, la stratégie de diffusion des résultats, l'impact sur les retombées pour la société, l'impact scientifique, etc. Donc, pour le FRAL, oui. Je me tourne vers mes collègues pour la APG. C'est également, ça fait partie des critères attendus, ou en tout cas des attendus d'un projet. Disons que c'est toujours apprécié, en tout cas par un comité, de voir qu'il y a une volonté de disséminer, de partager les informations et les fruits de la recherche auprès du grand public. Voilà. En plus des publications scientifiques qui s'adressent aux pairs. Il y a une question qui souhaite revenir juste sur les éléments de l'effet mémoire et est-ce qu'on peut intégrer dans la préproposition des modifications prenant en compte les commentaires formulés par le comité en étape 2? Dans la pré-proposition, oui, vous pouvez tout à fait, vous êtes libre de modifier votre pré-proposition sur la base même d'éléments qui n'ont pas été formulés par le comité, mais parce que vous considérez que ça améliore votre projet. Donc en fait, que ça soit il n'est pas obligatoire de le faire, mais vous pouvez. Je pense que c'est comme ça qu'il faut vraiment voir les choses de façon générale. Il n'y a pas d'obligation sur des aspects formels comme ça. Vous pouvez, vous avez la liberté de le faire. Oui, parce que peut-être qu'il faut juste se rappeler que c'est un nouvel appel qui s'ouvre à vous. Donc le champ des possibles est ouvert pour vous. Donc vous revenez avec une nouvelle proposition et libre à vous d'adapter les éléments de recommandations qui ont été, pas de recommandations, mais des éléments que vous avez pu déceler dans les rapports de l'année dernière pour peut-être venir agrémenter votre proposition
lors de cet APG, qui est un nouvel appel qui s'ouvre pour vous. Donc, c'est votre choix, finalement. Vous n'êtes pas obligé de faire appel aussi à l'effet mémoire. Hein. Nous vous le rappelons. C'est un choix aussi. C'est optionnel. C'est optionnel. C'est-à-dire que si vous vous inscrivez réellement dans la lignée du projet précédent et que vous ne faites que des améliorations qui vous ont été conseillées, très bien. Mais vous pouvez aussi décider de refondre complètement votre projet, donner une toute autre physionomie, un tout autre format, même sur la même thématique. Eh bien, vous ne faites pas jouer l'effet mémoire dans ce cas-là. Et vous repartez en quelque sorte presque on peut dire de zéro. Voilà. Il n'y a pas d'autres questions pour le moment dans le chat. Donc n'hésitez pas, vraiment, c'est l'occasion pour vous de nous solliciter sur les 7 axes SHS, les axes transversaux couverts par le département. Donc vraiment, n'hésitez pas à revenir peut-être sur des points si nous n'avons pas été clairs. Il y a peut-être eu un point sur les SAPS, on ne revient pas dessus parce que ce n'est pas l'objet premier de cet appel, enfin de ce webinaire. On y reviendra vraiment plus en détail lors d'un webinaire dédié en décembre. Il y a une question. Alors, dans le cadre d'un projet JCJC, est-ce qu'il est possible d'inclure comme participants des chercheurs étrangers? Dans ce cas-là, ils interviennent sur fonds propres. L'ANR ne les financera pas. C'est tout à fait possible. Est-ce qu'il y aura d'autres webinaires prévus, étape 1 et étape 2? Entre l'étape 1 et l'étape 2. Entre, pardon. Non. Alors non, concernant le département SHS et tous les comités d'évaluation que vous voyez ici présents, il n'y aura pas de webinaire dédié. Je précise également que l'équipe du département se déplace sur les sites universitaires à la demande des chercheurs, des vice-présidents ou vice-présidentes recherche, pour aller à votre rencontre. Nous l'avons déjà fait plusieurs fois ces dernières années. C'est toujours un moment pour nous très important parce que nous avons les remontées du terrain. Et c'est un moment d'échange tout à fait fructueux, je crois, pour tout le monde, qui se noue à ce moment-là, et l'occasion donc de poser à nouveau des questions. Donc c'est peut-être, si nous ne ferons pas d'autres webinaires, parce que les rendez-vous de l'ANR sont prévus maintenant, et voilà, et comment dirais-je, il n'y a pas de répétition, mais si vous nous invitez à venir vous rencontrer, voilà, nous serons ravis de le faire, et nous pouvons le faire tout au long de l'année. Un complément aussi, le webinaire sera mis en ligne dans ces prochains jours sur cette page web qui sera dédiée pour vous et pour que vous puissiez revenir sur les différents éléments et différentes questions. On a une question justement concernant l'équipe constituée, donc j'imagine plutôt dans le cadre d'un PRME. Est-ce qu'il y a un taux à respecter concernant les chercheurs du même laboratoire, du coordinateur et des chercheurs des autres laboratoires dans la même discipline, ou encore des chercheurs d'autres disciplines? Je ne pense pas que ça soit un PRME. Oui, peut-être pas un PRME. Non, c'est générique. La question du taux d'implication ou un taux. Alors là, on n'est pas sûr de comprendre la question. Peut-être la formuler. De quel taux parlez-vous? Du taux d'implication en homme-moi, comme on dit, du temps homme consacré. Alors effectivement, il y a des planchers à exiger dans certains cas. Ouais, PRC. Mais on ne va pas jusqu'à vérifier ça par... Enfin, comment dirais-je, il n'y a pas de prorata entre les disciplines, des choses comme ça. En fait, ce qui doit guider la composition de votre consortium, c'est la complémentarité des compétences, qui elles-mêmes sont représentées par des individus. Donc, c'est vraiment ça qui est évalué. Et évidemment aussi, quand même, je le dis, que tout le travail ne soit pas confié à des non-titulaires. La question, pardon, elle ne porte pas sur le taux d'implication, mais est-ce qu'il y a des quotas par laboratoire, en fait? Par exemple, 30% de chercheurs du même laboratoire ou... Non, pas du tout. Pas du tout. Il y a une question sur l'axe D03 et
est-ce que cela intègre des dimensions plutôt sociales et moins individuelles, cliniques? La personne aimerait savoir, enfin, elle aimerait croiser une méthode quantitative et qualitative, ou est-ce hors propos? Non, c'est très bien. Sylvie? Autrefois? Oui, voilà. Oui, on active le micro, voilà. Mais effectivement, les méthodes mixtes sont bienvenues, hein, c'est-à-dire qu'on peut tout à fait croiser quali et quanti. Voilà, l'étude qualitative peut reposer effectivement sur des séries d'entretiens. Et puis, on peut rentrer vraiment dans le détail de l'analyse qualitative de ces entretiens. Mais voilà, un certain nombre de projets présentent aussi des méthodes, enfin, proposent aussi des méthodes quanti, hein, avec des études de cohorte, mais aussi des études secondaires de statistiques qui sont déjà, enfin, de données, de jeux de données qui sont déjà produits par ailleurs, etc. Ou produisent même leurs propres jeux de données. Ensuite, on a une question sur un... Juste, excusez-moi, mais j'avais vu passer une question, je ne sais pas si la personne qui l'a posée est encore là, sur le fait que l'axe D3 finance éventuellement des sciences participatives. Tout à l'heure, beaucoup plus haut, je ne sais pas. Oui, l'axe des trois, pas plus qu'un autre, mais encore une fois, ça dépend ce que vous entendez par recherche participative. Il peut y avoir, ce que je disais tout à l'heure, une composante participative dans tous les projets de la APG, autrement dit, l'appel à l'implication d'un acteur de la société civile, association, fondation, association de patients, par exemple, ou encore une fois, syndicats, enfin tout ce que vous pouvez imaginer comme acteurs dits de la société civile, nous entendons ça de manière très large. Ils peuvent être impliqués, être éventuellement financés dans ce cadre-là, même à la APG, ou à intervenir sur fonds propres. Mais si ce sont vraiment des projets de recherche participative, encore une fois, comme nous les entendons, nous, parce qu'il y a plusieurs définitions des recherches participatives, donc je vous invite vraiment à aller regarder ce que nous avons publié comme appel à projet par le passé en recherche participative, et vous verrez que notre niveau d'exigence, c'est-à-dire le niveau de participation, justement, d'implication de l'acteur société civile par rapport au niveau d'implication des scientifiques, des laboratoires scientifiques, doit être équivalent. Hein. Ce sont des projets que nous voulons très intégrés et très équilibrés. À la APG, vous pouvez le faire aussi, mais vous pouvez le faire avec une implication moindre des acteurs société civile. Donc ça, voilà. Mais enfin, encore une fois, tout dépend aussi des livrables que vous envisagez. À la APG, on est quand même sur de la recherche fondamentale et appliquée, mais on attend des résultats qui sont d'abord des résultats scientifiques. Donc il faut voir aussi, je ne dis pas que quand on est acteur de société, il n'y a pas de résultats scientifiques, mais on a des livrables qui sont plus divers et qui peuvent être des solutions aussi trouvées, des choses qui ont une application immédiate, ce qui est moins le cas dans des recherches qui sont plus fondamentales, mais pas exclusivement fondamentales, à la APG. Une question sur les Outre-mer, et la personne s'interroge sur le fait que cela engendre des frais de mission, ça gonfle les budgets, et ça peut paraître à la fois élevé à la fin pour un projet de SHS. Est-ce qu'il nous semble pertinent de préciser cela ou pas, notamment en phase 2 ? Eh bien, moi, je dirais que parmi les critères d'évaluation, vous avez l'adéquation des moyens demandés à votre projet. Donc, en fait, la question n'est pas tant le budget en lui-même de la somme, l'importance de la somme qui est demandée, mais si elle est en adéquation avec le projet. Et c'est ça qui est pris en compte, puisque nous avons de très nombreux projets qui se passent bien loin de l'Hexagone et qui engendrent également des frais de mission, des projets qui ont été financés. Donc, c'est pas rédhibitoire. Ce qui est vraiment important, c'est l'adéquation des moyens demandés au projet. Ensuite, une question sur la position de l'ANR dans la APG par rapport aux participants retraités. Ou méritent ou non? Est-ce qu'ils peuvent être partenaires? Non, ils ne peuvent pas déposer ni être partenaires, à connaissance.
mais ils peuvent être inclus dans un consortium, dans une équipe, ils peuvent être membres d'une équipe projet, mais ils ne peuvent pas être coordinateurs ni responsables de partenaires. Le statut d'émérite ne comporte pas, comporte un certain nombre de droits et de devoirs, mais pas cette possibilité-là. Pour l'instant, il n'y a pas d'autres questions. On va peut-être arrêter. Écoutez, s'il n'y a pas d'autres questions, nous allons arrêter là ce webinaire. En vous remerciant justement pour votre présence et toutes les questions que vous avez posées. Nous restons à votre disposition pour continuer ces échanges en dehors de ce cadre. Vous avez nos contacts dans le texte de l'appel à projet générique. Vous avez l'organigramme qui s'est affiché. De toute façon, ce PowerPoint va être disponible également. Et je pense que vous avez tous les moyens de nous contacter pour avoir de plus amples renseignements. Encore une fois, merci beaucoup pour votre présence, pour vos questions. Et à très bientôt, j'espère. On attend un dépôt massif à PG 2025. On espère ne pas être déçus. À bientôt, donc. Merci encore.